Nous allons pouvoir procéder à l'appel. Jean-Paul Vermeau, moi-même présent. Patrick Gambache. Présent. Catherine Tréanton. Présente. Yvon Laurence. Nathalie Barnet, pouvoir à Jérôme Plouzen. Présent. André Laurent. Présent. Valoris Catolin, pouvoir à Patrick Gambache. Frédéric Laminotte. Laetitia Abili. Jérôme Plouzen a déjà été appelé. Françoise Keinec. Ismaël Dupont. Il ne devrait pas tarder. Ouais. Marie-Françoise Madec. Patricia Stéphan. Amada Zoubeiri. Élise Kérebel. Catel Salazar. Ah oui, un peu de retard, elle nous a prévenu. Henri Merlin Gaba-Ngaba. Ludivine Lemaine. Camille Thomas. David Guillaumard. Christelle Breton. Ali Azala. Jolane Faucheur, pouvoir à Yvon Laurence. Eugène Davillers-Caradec. Anne-Yvonne Géréec. Marie Galouedec. Jean-Charles Pouliquin. Georges Oregan. Alain Danielou. Sabine Duval-Arnoux. Thomas Deroux. Il est en route? Ouais, bon, on va attendre un petit peu, on notera son heure d'arrivée. Il y a Ismaël aussi qui a un peu de retard. Chers collègues, je dois vous faire part de la démission de notre collègue Serge Moulec, qui nous a fait parvenir sa lettre de démission. Nous avons contacté le premier suivant de liste qui nous a fait part qu'il ne désirait pas intégrer notre conseil. Nous avons contacté le deuxième dans l'ordre de la liste de Vivonne-Morlaix. Le courrier est parti, nous allons donc attendre son acceptation officielle pour qu'il puisse être intégré au sein du conseil municipal. Mais dans les échanges que nous avons eus avec le groupe Vivonne-Morlaix, on devrait avoir un nouveau collègue très prochainement pour rejoindre nos travaux. La désignation du secrétaire volontaire désigné d'office, André Laurent, qui accepte. Merci. Il ne peut pas y avoir d'intervention de la presse? Je suis désolé. Non, non, je suis vraiment désolé, mais seuls sont habilités à participer au débat les conseillers municipaux. Le public ou les invités ne sont pas habilités à poser une question, mais vous pouvez venir vous déplacer auprès du secrétariat général derrière moi s'il y a une question particulière. Alors, André Laurent, secrétaire de séance. Nous avons en point suivant l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 6 mars 2025. Chers collègues, avez-vous des commentaires ou des interventions? Chers collègues, s'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions à son adoption? Il n'y en a pas, merci. Vous avez à votre disposition l'ensemble des décisions prises depuis le dernier conseil municipal par délégation à moi-même. Vous en avez la liste exhaustive. Vous avez vu que depuis quelque temps, il y a l'ensemble des montants qui sont insérés, et ce qui rend les éléments plus transparents pour la bonne information du conseil municipal. Y a-t-il des questions complémentaires sur ces attributions déléguées? Chers collègues, s'il n'y en a pas, c'est une prise d'acte. Donc, y a-t-il des abstentions ou des oppositions à la prise d'acte? Il n'y en a pas. La première délibération est présentée par M. Gambache. Elle concerne les demandes de subvention du pacte Finistère 2025-2026. Oui, nous avons donc 3 demandes de subvention pour lesquelles que je vais vous présenter rapidement. Il y a donc un projet que vous connaissez déjà, qui est la création d'un clubhouse au stade de Kéranroux. Il y a donc une demande de subvention et on vous donne bien entendu les répartitions en fait des différents montants de la totalité du financement nécessaire. Vous avez dans le premier tableau des petits astérix qui vous donnent la différence entre les taux sollicités et les taux déjà obtenus. Donc
État DETR déjà obtenu 12%, 81 000 euros. Morlaix Communauté, 7,3%, 48 981 euros. L'Agence nationale des sports, 8,9%, 60 000 euros. Et enfin, le département, donc c'est justement cette demande de subvention, qui est une demande sollicitée de 50,6% pour 340 000 euros. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est celui de la réhabilitation paysagère du cimetière Saint-Charles. Vous savez que depuis que nous n'avons plus l'autorisation de mettre des produits phytosanitaires, on a donc dû retravailler sur l'ensemble des cimetières. Celui de Saint-Charles est le plus compliqué à gérer. On a donc décidé de réaménager et de remettre un certain nombre d'allées en pelouse. Et donc c'est ce projet dont il est question. Il est d'un montant total de 63 480 euros et la répartition est la suivante. Le taux sollicité pour le département est de 80%, 50 784 euros pour le département. L'autofinancement, c'est-à-dire Morlaix, est de 20%, 12 696 euros et le total, bien entendu, que vous avez. Le troisième projet est celui... pardon, je reprends mes notes. Le troisième projet est celui de l'aménagement de la piste cyclable avenue Trureau-Versolène. On a là le projet d'avoir une piste cyclable en site propre, donc dissociée de la rue. On a donc un besoin de financement de 285 000 euros. La répartition est la suivante. Département, taux sollicité 60,2%, 172 000 euros. L'État, DETR 2006, 19,6%, 56 000 euros. Et Morlaix en autofinancement à 20,2% d'euros, qui portera la somme de 57 566 euros. Donc voilà, cette délibération vous demande de bien vouloir approuver d'abord l'ensemble des trois projets et ensuite de permettre au maire de pouvoir signer toutes les autorisations nécessaires. Alors il s'entend que ce sont des montants maximales que nous sollicitons, qu'il appartient à la collectivité du conseil départemental de nous répondre sur tout ou partie du montant de la sollicitation. Y a-t-il des questions sur ces projets? Georges? Juste une question, comme effectivement le département est assez largement sollicité, compte tenu des problèmes et des perspectives financières du département comme des autres collectivités, est-ce qu'on a un bon espoir d'obtenir ces montants? Alors, sur un projet, le président était là de Calan sur le projet de présentation du clubhouse. Sans prendre d'engagement formel, il s'était engagé à le regarder très, très précisément. Donc celui-là, on a quelque espoir. Si on refait un ratio, ce que je me suis amusé à faire de notre représentation en termes de population, du fait que nous ne pouvons pas émarger au volet 1 du pacte, puisque nous faisons plus de 10 000 habitants et que les villes de plus de 10 000 habitants en sont exclues, alors même que ma position, c'est de militer pour qu'elles ne soient pas exclues des dispositifs, puisque souvent, elles ont quand même le rôle d'accueil d'une population socialement défavorisée plus forte que d'autres villes de taille plus petite. Le ratio, pour l'instant, laisserait largement de quoi financer assez largement les trois projets, puisque nous n'avons pas fait l'objet de financement particulier du conseil départemental pour l'instant sur nos projets. Donc j'espère avoir bon espoir. Ismaël est plus au fait des finances du département, mais il est dans l'opposition, pas dans la majorité. Il ne peut pas s'engager pour une décision du département. Mais en tout cas, de ce que nous avons pu percevoir comme subvention à l'heure actuelle du département depuis 2021 et le nouveau mandat en cours, en l'occurrence, il n'y a vraiment pas de surdotation des projets morlaisiens. Donc, nous conservons un bon espoir. J'ai tenté à 2 reprises d'appeler le vice-président en charge du dispositif. Je suis malheureusement resté sans réponse. Pour l'information complète, notamment puisque nous voulions pouvoir lancer des opérations sur le clubhouse. Donc je voulais voir avec le vice-président
quelles étaient les intentions minimales, au moins en termes d'échange, ou ce qu'ils allaient proposer à l'Assemblée délibérante, mais je n'ai pas pu avoir de retour. Bon. On attend. J'espère qu'on sera favorablement surpris au montant alloué. D'autres questions ? Sur la délibération, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On continue avec le fonds de concours modes actifs auprès de Morlaix Communauté. C'est ça, donc fonds de concours auquel nous pouvons avoir droit. En fait, nous sommes partis sur... donc c'est un fonds de concours hein, qui est sur les enjeux de mobilité essentiellement. Hein. Donc on a nous postulé donc notamment sur les abris à vélo. On avait déjà touché des subventions. On a sur l'ensemble du pacte mobilité une enveloppe globale de 180 000 euros. On a une partie signalétique où déjà on a eu comme financement FUB Service et la DECIL ACB 2023, donc l'un pour 18 900 euros et l'autre pour 18 000 euros. Et nous avons également le département qui a participé à 30 000 euros. Et sur la deuxième partie, qui était plus axée abri à vélo et les arceaux, donc qu'on a déjà commencé à mettre dans la ville, donc dans une première tranche, on aurait une deuxième tranche qui serait d'un montant donc de 91 325 euros, et on a une demande de ce fonds de concours donc de 56 560 euros. Voilà. Ce qui représente 31,41%. Des questions ou des interventions? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. On ouvre la séance des renouvellements de conventions. André, la première avec l'Espace des Sciences pour la période 25-27. Vous allez m'entendre pendant un petit moment, il y a 6 conventions. Voilà. Donc, la ville de Morlaix s'est rapprochée de l'association rennaise l'Espace des Sciences en 2005. Depuis cette date, le socle de partenariat fait l'objet d'un conventionnement autour des missions suivantes: favoriser l'ensemble des publics familiariser l'ensemble des publics avec les méthodes et les résultats de la recherche, faciliter l'accès aux connaissances, organiser des rencontres avec les chercheurs et le public par le biais de conférences mensuelles et de la fête des sciences, favoriser la réflexion sur l'implication de la science dans la société, s'efforcer de susciter des vocations scientifiques. L'ouverture en 2024 d'un espace dédié aux sciences au sein de la manufacture des tabacs a donné tout son sens à ce projet, dont les premiers jalons avaient été posés il y a 20 ans. La participation de la ville de Morlaix à ce projet se concrétise par une subvention annuelle et des gestions logistiques pour les conférences et les prestations de la fête de la science. Toutes les activités proposées par la ville de Morlaix sont gratuites et ouvertes à tous. Considérant la volonté de l'Espace des Sciences de décliner des actions pédagogiques innovantes, considérant le programme d'action développé au sein de l'espace dédié des sciences depuis juillet 2024 au sein de la manufacture, considérant le projet de convention que vous avez en annexe, il est demandé aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser le renouvellement de la convention entre la ville de Morlaix et l'Espace des Sciences pour une durée de 3 ans. Nous avions eu à cette demande, et ce sera valable aussi pour d'autres conventions, de sortir des échéances électives et donc de faire un renouvellement des conventions sur une période qui saute cette période élective. Donc là, on part pour une convention de 3 ans. D'autoriser le renouvellement de la convention avec la ville de Morlaix, d'autoriser le maire et le représentant à signer la convention de l'espace des sciences. La commission des affaires générales et financières a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci André. Y a-t-il des interventions, Georges? Oui, lors du mandat précédent, nous avions envisagé, une fois que l'espace des sciences à la Manu serait ouvert, effectivement que toute la partie espace des sciences, donc notamment conférences, et ce qui est en lien avec la fête de la science,
soient regroupés sous le même, voilà, avant les communautés, pour être clair, parce qu'il y aurait une certaine cohérence. Là, je ne parle pas de la logistique pour la fête de la science, qui effectivement peut relever de la mairie, mais pour le reste, il y aurait une certaine logique à ce qu'il n'y ait pas une partie traitée par la ville et une autre partie traitée par les communautés. Bon, moi j'ai des discussions, j'étais d'accord avec vous, jusqu'à ce que l'on m'informe de manière très formelle des engagements qui avaient été pris par la ville dans le mandat précédent, qui était de poursuivre toutes les prestations engagées auprès de l'espace des sciences. J'entends bien, mais pour le coup, ces engagements ayant été formalisés par écrit auprès de l'espace des sciences, j'ai respecté les engagements qui avaient été pris par la municipalité précédente. Oui, Georges ? J'entends bien qu'effectivement l'espace des sciences, M. Cabaret, entre autres, le directeur souhaitait effectivement qu'il y ait une poursuite par la ville pour qu'il y ait un lien toujours avec la ville de Morlaix. Ce qu'on comprend très bien. Mais effectivement, à partir du moment où l'espace est opérationnel, à la main nue, il y aurait une cohérence à ce que tout soit groupé. Alors, sur les parties techniques, il n'y a pas de service technique ni de matériel technique à Morlaix Communauté qui peut permettre de les transférer. Sur la partie financière, notamment, je vous le redis, je respecte, et je trouve que pour le coup c'est acceptable, puisque la ville de Morlaix est à l'origine de ce projet. Je respecte les engagements qui ont été pris par ma prédécesseur. Et ces engagements ont été pris de manière formelle vis-à-vis de l'espace des sciences, de continuer à conventionner et notamment d'accorder un financement spécifique de la ville de Morlaix. Vu les efforts faits par Morlaix Communauté sur un équipement qui bénéficie à tout le territoire, bien au-delà de Morlaix Communauté, mais qui est quand même installé à Morlaix, je ne me vois pas décemment remettre en cause ces engagements. Et je crois qu'il nous faut les assumer. Nous sommes, quoi qu'il en soit, les premiers bénéficiaires de l'ouverture de cet équipement. Et quand on regarde les montants alloués par Morlaix Communauté, ils sont sans commune mesure avec la subvention accordée par la ville de Morlaix. Et je le répète, encore une fois, que ce soit bien clair, je mets en œuvre un engagement formel de la municipalité précédente. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? On continue, André? Nous allons parler maintenant du renouvellement de la convention de partenariat avec l'association du Patio, aussi pour une période de 3 ans, de 2025 à 2026. Vous connaissez tous le Patio qui, depuis 1973, dispense des enseignements artistiques spécialisés en musique, en danse et en arts plastiques. L'école intercommunale propose aux élèves de poursuivre une formation complète, un parcours général d'études en musique et en danse, selon les préconisations des schémas d'enseignement artistique départementaux et nationaux. Elle participe activement à la vie artistique et culturelle du territoire de Morlaix en menant des activités de sensibilisation et de diversification. Afin de susciter la curiosité des enfants, elle organise de façon régulière des concerts, des restitutions de travail, d'ateliers, d'auditions, de galas de danse. On les a reçus très dernièrement dans cette même salle. Des rencontres artistiques et des masterclass. Donc actuellement, l'association accueille 616 élèves. Je vous laisse lire la répartition par spécialité et elle emploie 24 enseignants dans 45 disciplines différentes. Il vous est demandé, considérant que l'enseignement artistique apparaît comme un volet majeur de l'offre culturelle à destination des familles et des scolaires du territoire, considérant que le projet artistique décliné par l'association avec les buts que j'ai évoqués tout à l'heure, considérant que la subvention tient compte de, on va souligner ça cette année, de la mise à disposition d'un local de 610 mètres carrés, de la prise en charge des fluides, eau, gaz, électricité, que certains espaces sont partagés avec une autre association pour un montant de 14 200 € en 2023, la prise en charge de l'entretien courant des espaces et la prise en charge de l'entretien de la vitrerie, auquel on rajoutera aussi tout un système de bourse que nous avons au niveau ici de la municipalité.
fonctionnant avec le coefficient CAF, d'ailleurs, maintenant depuis quelque temps. Donc, il vous est demandé d'agréer l'autorisation du renouvellement de la convention entre la ville de Morlaix et le Patio pour une durée de 3 ans, d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer la convention avec le Patio. Merci André. Y a-t-il des interventions? Jean-Charles? Oui, monsieur le maire, on ne vous en voudra pas là non plus de poursuivre des conventions déjà entamées par la municipalité précédente et même celle précédente Oui. encore. Oui. Voilà. Oui. Oui. Donc une belle continuité. 71. Peut-être le renouvellement de cette convention est l'occasion de rappeler qu'il y a une interrogation qui est menée au sein de cette association sur son statut, sur la forme juridique, mais pédagogique aussi, et administrative, que doit prendre à l'avenir la structure du Patio pour aller peut-être vers quelque chose de plus public, peut-être d'une forme de conservatoire, ce qui permettrait de sécuriser, déjà d'alléger la charge des bénévoles, charge très lourde, qui est menée par les bénévoles au sein de l'association, et puis de donner de la visibilité également pour les enseignants, pour la directrice, qui en ont évidemment besoin pour construire un projet pédagogique. Donc c'est une demande qui a été lancée, qui a été formulée en tout cas lors de la précédente Assemblée générale. Ce n'est pas la première fois qu'ils interviennent dans ce sens. Je pense qu'il est temps aussi qu'à la ville, mais en lien avec Morlaix Communauté, bien entendu, on puisse se saisir vraiment de ce dossier. Vous aviez posé, Jean-Charles, la même question au dernier conseil de communauté, au vice-président Kerguiec, qui a bien cette question en ligne de mire. On est face quand même à un enjeu qui n'est pas mince. La subvention de Morlaix Communauté, je crois, de tête, est de 470 ou 480 000 euros pour le fonctionnement de l'association. Le passage dans un autre statut a des incidences extrêmement fortes sur la transformation de la maquette économique de fonctionnement du Patio. Nous avions un certain nombre d'équipements à ouvrir, à prendre en charge dans l'action du pôle culture de Morlaix Communauté. Cette nécessité de faire évoluer le modèle du Patio, ça a été réaffirmé au cours du conseil de communauté dans la réponse que vous a fait le vice-président à la culture Julien Kerguiec, est bien connu des services. Encore faudra-t-il en trouver les voies et moyens, mais ça reste toujours d'actualité, ou en tout cas dans les considérations du service culture de Morlaix Communauté. Le vice-président l'avait rappelé, ce n'est vraiment pas simple. On est déjà dans un niveau d'accompagnement élevé. Toute transformation qui amènerait à augmenter ce niveau d'accompagnement a une vraie forme de complexité. Et je crois avoir résumé la réponse qui vous avait été faite par le vice-président. Mais ce n'est pas oublié. Mais les voies pour réaliser la transformation du statut du Patio ne sont pas simples. On n'est que deux villes, par exemple, à accorder des bourses. Si ça devenait un conservatoire, quid des bourses et de l'engagement des autres communes pour garantir une équité d'accès au Patio et puis surtout un financement du Patio. Quid du financement direct? On n'a pas de solution à l'heure actuelle. Le travail reste à faire. Mais c'est vrai qu'il est réclamé depuis déjà quelques années par le Patio. Mais les incidences sont extrêmement fortes. Y a-t-il des autres questions? Oui, Ismaël. Pour le coup, c'était moi qui avais posé la question à Julien Kerguiec au dernier conseil communautaire, avant-dernier conseil communautaire. La même... Je ne suis pas barbu. C'est la norme. Mais non, mais après, ça m'amène aussi à aller dans le sens de ce que disait Jean-Charles. Moi, j'étais aussi membre du CA du Patio sous le précédent mandat avec Agnès Lebrun, et c'est quand même une demande
et un problème réitéré qui est amené par les administrateurs de l'association. L'association pourrait se trouver en danger, pas forcément sur les financements, parce que effectivement Morlaix et Morlaix Communauté financent largement l'association, mais plutôt sur les ressources humaines des administrateurs, qui sont parfois un peu aux limites aussi de leurs compétences, quand il faut employer plusieurs professeurs de musique, avec quand même un niveau aussi de tension, de stress que ça peut générer. Quand il y a des secousses dans l'association, on en a connu aussi sous le précédent mandat. Et si on regarde autour, pour ce qui est des villes moyennes de Bretagne, la plupart d'entre elles ont quand même des équipements publics d'enseignement de la musique et de la danse. Si on regarde tout autour et tout près, dans le pays de Morlaix, Landivisiau a une école publique, Saint-Paul a une école publique. Et je pense qu'on a des enseignants de qualité au Patio, des enseignants de musique et de danse, et qu'il faut aussi songer à les garder, parce que si on reste peut-être trop prudent ou dans une forme d'attentisme, il y a quand même un risque qu'ils partent ailleurs, sur des conservatoires, sur des écoles publiques, et que derrière, on perde aussi les élèves. On a déjà perdu des élèves au Patio. Si on regarde avec plusieurs années de décalage, je crois qu'on a perdu à peu près 200 élèves par rapport à l'avant-Covid. Et si on perd des élèves sur certaines disciplines, derrière, on perd aussi du financement, et il y a un déséquilibre financier qui se renforce. Donc, ce qu'avait dit Julien, Kerguiec, c'est qu'il fallait que le Patio ait un maillage territorial pour justifier aussi le fait que ça devienne une école publique intercommunale. Je pense que c'est un chantier qui doit continuer à être travaillé. Et en tout cas, moi, je souhaite qu'on aille vraiment vers ça, parce que la culture à Morlaix, c'est très important, et Morlaix Communauté, comme Morlaix, finance très largement la culture, dans sa version professionnelle, dans sa version spectacle, mais l'apprentissage des pratiques musicales et amateurs et des futurs créateurs, ça compte aussi, c'est aussi important et en lien aussi peut-être avec une politique tarifaire plus attractive. Parce que moi, j'ai grandi à Vannes, où il y avait une école publique municipale, et l'accès à la musique était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui au Patio. C'est pour ça que je me permettais de revenir sur la question des bourses. En dehors de Morlaix-Saint-Martin, la question des tarifs sont complets, et que là, pour le coup, si on avance vers une école intercommunale, et je le répète, c'est un débat qui n'est pas oublié à Morlaix Communauté. Morlaix Communauté seul ne pourra pas porter des tarifs sociaux ou au quotient pour tout le monde. C'est très clair. C'était plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires. Alors que tu le disais, Ismaël, et je répétais de tête le chiffre, il est peut-être inexact, mais il est dans ces eaux-là. Le niveau d'accompagnement est déjà financièrement sensible. Il y a un vrai travail de fond à faire, et qui pour le coup doit intégrer les 26 communes, si on doit appeler un financement complémentaire. Parce que là, c'est vrai que quand on sort de Morlaix, c'est 45%, il faut qu'on arrive à avoir un vrai projet intercommunal pour appeler à du financement de la collectivité. Enfin, c'est pas une collectivité, c'est un établissement public de coopération, pour que le PCI puisse envisager des financements complémentaires. S'il n'y a pas d'autres interventions, chers collègues, pour la Convention, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On continue avec les moyens du bord.
peu plus... Ah, vous avez toute la déclinaison qui se retrouve un peu plus loin. Au vu du projet de convention rédigé par les deux partenaires et du projet artistique et culturel de que l'association entend décliner en 2025, la ville de Morlaix confirme son soutien pour l'année 2025. C'est une association qui a eu pas mal de changements et on préfère passer à un renouvellement de convention d'1 an. On va voir un peu comment se mettent en place aussi les nouvelles équipes. Ça fait un petit moment que les équipes se renouvellent. On attend un peu qu'elles se stabilisent. Le conseil municipal, considérant les missions de l'association, considérant que Morlaix Communauté, dans le cadre de sa compétence culture, reconnaît le projet artistique de l'association comme participant au développement de l'œuvre culturelle et patrimoniale du territoire, considérant que la ville de Morlaix entend confirmer son soutien au projet artistique et culturel de l'association en renouvelant cette convention, il vous est proposé d'autoriser le renouvellement de la convention tripartite pour 1 an et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention. Merci André. Y a-t-il des interventions sur les moyens du bord? Georges? Attends, je vais aller. Non, non. Oui, c'est bon. Oui, comme l'a rappelé André, effectivement, les mailles du bord ont connu un certain nombre de difficultés. Il y a eu effectivement pas mal de changements dans les équipes au cours des années précédentes. Et effectivement, le projet proposé est, depuis des années, un projet intéressant. Effectivement, le principe de précaution, je crois, doit s'appliquer parce qu'avec les collectivités, les relations n'ont pas toujours été simples, notamment en matière de communication. Effectivement, bon, il faut regarder les choses de façon positive, hein, mais avec une certaine prudence. Donc, mais nous voterons le projet de libération. Merci Georges. S'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On continue avec le renouvellement de la convention, cette fois-ci, sur les navettes de bus pour la fête de la musique. Oui, c'est maintenant traditionnel. Depuis 2010, il y a des navettes de bus au moment de la fête de la musique. On propose de renouveler la convention entre la ville de Morlaix, Morlaix Communauté, pour la mise en place de navettes pour une période des 8 prochaines années à venir jusqu'en 2033. Voilà. Voilà, il n'y a peut-être pas besoin d'en dire plus. Si vous, voilà, c'est un montant qui est pris en charge à parts égales par Morlaix et Morlaix Communauté pour un montant de, je crois, 680 € pour chacun des partis, me semble-t-il. Voilà. La commission a émis un avis favorable lors de sa dernière réunion. Y a-t-il des interventions? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Toujours André Laurent, avec le renouvellement de la convention entre la ville de Morlaix et Morlaix Communauté pour les rues en Seine. Depuis 2021, la ville de Morlaix bénéficie d'une subvention de Morlaix Communauté qui est venue conforter l'enveloppe municipale consacrée aux 4 rendez-vous estivaux des rues en Seine. Je ne vais peut-être pas présenter en détail les rues en Seine, on les connaît, on les connaissait, on les connaît à nouveau. C'est quelque chose qui fonctionne et qui attire beaucoup de monde, que ce soit morlaisiens ou touristes sur la période estivale. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et donc on est content de ce renouvellement de convention avec Morlaix Communauté. Très bien. Bientôt les dates, André Laurent? Ah, on les a, les deux derniers mercredis de juillet et les 2 premiers d'août, et bientôt la programmation aussi. On y est, il manque 1 ou 2 éléments. Retenons déjà les dates de l'été, les 2 derniers mercredis de juillet et les 2 premiers mercredis d'août. Merci. Y a-t-il des interventions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. On continue avec le renouvellement avec l'association WART 2025-28.
Voilà, donc c'est une convention qui se fait à 5 partenaires avec la région Bretagne, le département du Finistère, Morlaix Communauté, la ville de Morlaix et l'association WART. Vous connaissez tous l'association WART qui depuis 1997 organise des festivals et développe les musiques électroniques et nouvelles esthétiques auprès de la population morlaisienne. Elles organisent des événements locaux, mais aussi ont une activité de tourneur de spectacle. Comment? Pardon. Oui. Merci. Ah oui. Ça vaudra pour les autres délibérations. Si vous êtes quelque peu intéressé, notamment sur les subventions sportives, à participer notamment au CA de l'une ou l'autre des associations, mais normalement non. Mais à titre individuel, ça peut parfois arriver. S'il y a le moindre question d'intérêt entre une délibération et vos intérêts personnels, chers collègues, il faut nous le signaler. Donc Camille Thomas a quitté la salle pour cette délibération. Oui. Les 3 axes principaux qui guident le projet local de l'association sont la programmation de musique actuelle sur la totalité de l'année, le soutien à la création régionale et des actions culturelles renforcées sur le territoire, notamment en direction du jeune public et des scolaires. Pendant la durée de cette nouvelle convention, l'association entend intensifier et diversifier son engagement local et régional pour consolider la présence artistique sur le territoire tout en développant son activité au niveau national et international. Au vu du projet de convention avec les partenaires cités plus haut et au vu du projet artistique et culturel de l'association, la ville de Morlaix confirme son soutien pendant la durée de la convention. Voilà, donc il vous est proposé, si les termes de cette délibération vous agréent, d'autoriser le renouvellement de la convention avec la région Bretagne, d'autoriser le maire et son représentant à signer cette convention pluriannuelle qui là sera sur 4 ans. C'est plutôt le schéma de la région Bretagne, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça qu'on est passé à 4. Y a-t-il des interventions? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. Merci André. On arrive à Yvon pour une demande de subvention auprès du ministère des Armées pour le 80e anniversaire de l'armistice. C'est ça même, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc que nous commémorerons à Morlaix le 8 mai, comme c'est la date officielle retenue, en tout cas chez nous. Il s'agit donc, alors je termine peut-être par la partie officielle de la délibération, et puis ensuite on pourra évoquer, si vous voulez, quelques éléments du programme. Donc il s'agit en fait, donc chaque préfet de département a reçu une dotation pour accompagner la mise en place de cérémonies spécifiques ce jour-là. Le préfet du Finistère n'y échappe pas. Et donc, ils ont choisi de demander à l'Office national des combattants et des victimes de guerre d'être un peu le service instructeur et d'émettre un avis que le préfet, évidemment, n'est pas obligé de suivre. Mais enfin, les demandes de subvention se font auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Et la délibération porte sur l'autorisation du conseil municipal auprès du maire à demander donc une subvention pour accompagner les dépenses liées à cette commémoration. Un petit mot sur le programme. Alors, je suppose, j'ose croire que tout le monde a reçu l'invitation. Oui, c'est bon? Ok. Donc c'est une journée complète, avec le matin, on démarre à 10h au square de la Résistance. Je prononcerai un petit mot d'accueil, puis Michel Kéo a confirmé ce matin qu'elle interviendrait au nom du comité d'entente des associations patriotiques, puis des collégiens interviendront en lisant des textes, et enfin l'honneur aux morts, comme d'habitude, clôturera cette partie. Ensuite, nous partirons en défilé, le Bagad en premier, juste derrière les jeunes sapeurs-pompiers, qui seront une douzaine, et les jeunes de la préparation militaire marine, qui seront eux une trentaine,
Et tout ça au pas derrière de la musique qui sera diffusée par un camion spécifique des pompiers. Et puis ensuite, une douzaine de véhicules anciens, tous des véhicules d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis également une dizaine de véhicules militaires plutôt, alors cette fois-ci de l'époque. Une fois arrivé ici, on a une cérémonie officielle qui verra intervenir donc Roger Nissen, le maire de Vurzelen, Jean-Paul Vermeau, le maire de Morlaix, et ce sera clos par la sous-préfète de l'arrondissement de Morlaix qui lira un texte qui est écrit par le ministre des Armées et qui est le même partout en France. Et puis, voilà, avec toute la partie officielle qui accompagne ce type de cérémonie. Et puis alors, à partir de midi 15, enfin, quand on sera prêt, en espérant qu'il fera beau, pour qu'on puisse tous participer à la garden party, toutes et tous, et la population morlaisienne, nos visiteurs, le public, à une garden party qui fera office de déjeuner. Et puis l'après-midi, on va guincher. On va d'abord apprendre à guincher pour ceux qui veulent apprendre, parce qu'on n'est pas sur la gavotte ni sur l'andro, on est sur d'autres trucs, on est sur de la musique de l'époque. Et donc il y a ensuite de 16h à 18h un bal populaire avec un orchestre spécialisé dans ce type de musique. Voilà, pour le programme. L'orchestre quoi ? Soyons, oui, bien sûr, s'il vous plaît, pas de discussion pendant le conseil municipal. Donc les interventions sont organisées. La parole est distribuée sur demande, petit chenapan. Et même le nom, c'est Madison & Co. S'il vous plaît, ne rentrez pas en conversation, s'il vous plaît. Merci. Y a-t-il des interventions sur le sujet ? Georges ? Juste une petite chose là. Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Peut-être qu'il pourrait préciser la date de l'événement dans la délibération. À aucun moment il n'est question du 8 mai. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ce dont je viens de me rendre compte, c'est que la commission des affaires générales et financières, le 15 mars, c'était le 15 avril. Et apparemment, c'est surtout des délibérations. C'est un détail, mais comme je viens de le voir, là, je préfère le signaler. Georges, vous avez raison. Ça sera modifié. Y a-t-il d'autres interventions ? S'il n'y en a pas, chers collègues, pour cette demande de subvention, y a-t-il des abstentions ou des oppositions ? Merci. On retrouve André Laurent pour une demande de subvention. Oui, depuis 2020, l'été culturel est une opération nationale visant à soutenir les propositions artistiques et culturelles. Donc cette opération vise à favoriser la participation à la vie culturelle avec des propositions gratuites accessibles à toutes et toutes. Donc vous voyez qu'on peut être concernés par nos rues en scène, ciblant en particulier les jeunes, leurs familles, les publics empêchés, faciliter l'insertion professionnelle des jeunes artistes et professionnels de la culture. Une attention particulière est portée aux projets se déroulant hors les murs, en dehors des structures culturelles, mêlant artistes, amateurs, professionnels et ayant une dimension participative. Donc ça recoupe bien ce que l'on essaie de mettre en place avec le cirque à Léon, avec les écoles de danse du territoire, avec la participation de bénévoles morlaisiens auprès d'artistes. Donc nous avons bénéficié de cette subvention depuis 2020, d'abord à hauteur de 11 000 € et depuis à hauteur de 9 000. En 2025, les DRAC restent en attente de l'annonce d'une enveloppe disponible. La réponse devait intervenir courant avril, alors ou peut-être un peu plus tard. Et donc nous allons demander cette subvention en espérant que le budget puisse être débloqué. Voilà. Merci. L'occasion de dire que le nouveau directeur régional des affaires culturelles, M. Quentin Majorel, est venu nous rendre visite pour se présenter ici à Morlaix et qu'il y aura aussi peut-être quelques délais attenant au départ d'Isabelle Chardonnier et de l'arrivée de M. Quentin Majorel, qui est un breton, puisqu'il est de Béton et qu'il connaissait particulièrement bien la situation de la culture en Bretagne, mais également sur Morlaix et Morlaix Communauté. Sur la demande de subvention été culturelle, y a-t-il des interventions ? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions ou des oppositions ?
Merci. On arrive aux subventions des clubs de sport. Yvon. Alors, personne n'est intéressé dans un conseil d'administration de l'une ou l'autre de ces associations. Ok. Très bien. Bon, donc, à l'Ouest, rien de nouveau. C'est-à-dire que le dispositif qui consiste à attribuer des points en fonction des activités, des différentes activités des clubs, et puis à les transformer ensuite en montant de subvention est valable encore pour cette fois-ci. Donc, je ne vais pas vous refaire la démonstration, hein. Simplement, on a gardé également la même organisation, toujours autour de 60 000 € de répartis sur l'activité ordinaire des clubs, c'est-à-dire entraînement, compétition, accueil des équipes de jeunes, etc., défraiement des arbitres. Donc on était à 59 779 l'année dernière, on est à 61 517 cette année. Il n'y a pas de scoop particulier, juste ceux qui ont 0, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de demande. Hein, c'est pas un refus, personne ne fait l'objet d'un refus. Sur le tableau de la page suivante, les aides exceptionnelles qui est intitulé Associations sportives diverses. En fait, alors il y a des aides qui sont reconduites, hein, par exemple les 7 000 € au club d'escalade, c'est pour entretenir la structure. Et puis il y a, comme on doit faire apparaître 2024 et 2025, il y en a qui interviennent alors qu'ils n'avaient rien l'année dernière, et vice-versa pour les suivants, c'est simplement que, comme leur nom l'indique, ce sont des aides exceptionnelles, et que par exemple on ne va pas renouveler une aide à l'achat d'un véhicule pour les cyclistes chaque année, on ne va pas fêter les 10 ans de Marcidence tous les ans non plus, donc voilà. Et puis le dernier tableau, non, l'avant-dernier, pardon, ce sont des manifestations sportives cette fois. Je voudrais juste attirer votre attention sur la ronde du viaduc, l'Union cycliste du Pays de Morlaix, qui passe de 250 € à 2000 €. C'est simplement parce que c'est la 50e édition et qu'il va y avoir du coup un éclairage particulier sur l'épreuve, notamment en termes de coûts de communication. Ensuite, le dernier tableau, c'est exactement le même mode de calcul que pour les associations. C'est pour cette fois-ci les associations sportives des établissements scolaires de Morlaix. Et si le lycée de Soussigno n'a rien, c'est qu'ils n'ont rien demandé. Tout simplement, là encore, on est... Et s'il y a des associations qui avaient encore des projets à partir de maintenant, qu'ils sachent qu'on a encore en réserve 2 centimes. 2 €. 2 €. Bon. C'est pour la boutade. Donc voilà, le conseil municipal est amené à délibérer sur... Merci Yvon. Y a-t-il des questions? Le sport, c'est simple, hein, puisque le système des critères permet d'avoir une approche carrée. Yvon. Oui, je vais juste, si vous me le permettez, puisqu'on est plutôt en fin de mandat, ajouter 2 chiffres. En 2019, donc avant le Covid, il y avait 3241 licenciés dans les clubs sportifs bénéficiant des subventions de la ville. Parce qu'il y en a quelques autres qui ne font jamais de demande, donc je ne les ai pas dans mes statistiques. 3241. Nous sommes passés là en juin 2024, puisque ce sont les derniers chiffres, à 4285. Autrement dit, une augmentation de 24,4% du nombre de licenciés sportifs à Morlaix. Voilà, juste pour vous dire que finalement, enfin pas finalement, le sport à Morlaix se porte pas mal. Très bonne nouvelle, merci. Y a-t-il des interventions, Georges? Oui, comme j'avais demandé en commission des affaires générales et financières, effectivement, on salue et on souligne la progression des nombres d'adhérents. Mais effectivement, on n'a pas la proportion des Morlaisiens, des non-Morlaisiens parmi les adhérents en question. Et c'est vrai que par rapport, certains clubs peuvent avoir peut-être des difficultés en ayant beaucoup de non-Morlaisiens pour lesquels ils ne touchent pas effectivement la dotation par adhérent que verse la ville de Morlaix. Et peut-être qu'il faudra avoir une réflexion auprès de communes voisines dont on sait qu'elles nous rétorqueront qu'elles aussi parfois accueillent leur club, des Morlaisiens, mais peut-être qu'il peut y avoir, Morlaix étant comme la ville-centre, une surreprésentation de non-Morlaisiens dans ces structures et associations sportives. Il faut peut-être avoir une réflexion. Yvon?
On s'associe complètement à cette réflexion. Je l'avais dit l'autre jour, puis ça fait un petit moment que je le dis, on est les seuls gestionnaires des équipements. Ça aussi, ça peut poser souci quand on sait qu'il y a certains clubs ont plus de 50%, et il n'y en a pas qu'un, il y en a 4 ou 5. Certains clubs sont bien au-delà, on ne va pas citer de clubs, mais c'est vrai que Morlaix c'est ce que je dis régulièrement, Morlaix est une ville-centre, mais c'est une petite ville-centre. Donc on n'a pas d'énormes moyens pour gérer tout cet afflux, même si on se réjouit forcément, du nombre de pratiquants qui augmente. La réflexion sera inévitable dans les toutes prochaines années. La question, elle est d'une évolution de la prise en compte de ces questions, mais qui ne touche pas seulement la ville de Morlaix. Il y a quelques équipements phares, alors ils sont moins nombreux sur d'autres villes, et il y a d'autres clubs sur la communauté qui attirent aussi énormément de non-résidents de là ou des communes qui accueillent le club. C'est une réflexion que certains élus commencent à avoir en toile de fond, notamment les élus concernés par l'accueil, l'entretien, le financement des investissements, du fonctionnement des équipements qui, pour le coup, quelquefois, peuvent servir à une minorité de leurs résidents. Le club, on ne citera pas son nom, mais on a un club, oui, la proportion, elle est de 25-75. 25% de Morlaisiens, 75% de non-Morlaisiens. Et il nous faudra trouver les voies d'ouverture de ce débat, très clairement. Alors, il va quelquefois, c'est pour ça que je ne parle pas directement de Morlaix communauté, c'est quelquefois à l'échelle du pays. On a des clubs qui recrutent pas à l'échelle de la simple communauté, qui recrutent à l'échelle de tout le pays. C'est une unité de vie, le pays, qui est une réalité. Pour certains clubs, notamment celui de 75-25, ils nous ont fait une map, une carte d'où viennent leurs adhérents, leurs licenciés. C'est tout le pays de Morlaix. On n'est pas prêt, en tout cas au niveau du pays, pour l'instant pas encore au niveau de la communauté, à ouvrir ce débat-là. On a pu en résoudre notamment sur les équipements culturels, sur quelques équipements sportifs que sont les piscines, puisqu'il y avait déjà une piscine qui était communautaire. Le débat devra avoir lieu dans les années qui viennent, très clairement. Absolument. Y a-t-il d'autres questions sur les subventions ? Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Merci. Alors, on a une délibération spécifique pour aider le club de rugby local. Yvon, tu nous la présentes. Oui, c'est bien parce que finalement, la discussion qu'on vient d'avoir, elle fait presque transition avec ce dossier, puisque le rugby club du pays de Morlaix, comme son nom l'indique, c'est le club de rugby du pays de Morlaix. Alors, pourquoi on en parle ? Parce que la structure d'appui pour les subventionnements de l'Union européenne, c'est le pays. Et donc, c'est le pays qui est service instructeur, c'est le pays qui veille à la bonne réponse des demandeurs sur un certain nombre de critères. Et là, il s'agit de mettre presque de mettre, comment dirais-je, en évidence ce qu'il l'est déjà, c'est-à-dire l'activité, pas seulement rugby traditionnel, mais aussi l'activité sport adapté du club de rugby du pays de Morlaix. Pour quelques exemples, 500 jeunes par an qui viennent faire un tournoi de rugby à toucher qui s'appelle Rebond Favorable, de tous les établissements spécialisés. Ils ont recruté un nouveau salarié qui va intervenir. Les conventions sont déjà passées entre le club et les établissements spécialisés qui vont l'accueillir pour faire pratiquer le rugby à des enfants en difficulté, entre parenthèses. Et puis, il y a un jeune garçon qui est autiste et qui va très prochainement participer à une formation organisée par la Fédération française de rugby pour qu'il puisse être entraîneur. Voilà. Donc, je crois que pour toutes ces raisons-là, le rugby club du pays de Morlaix a sollicité la ville
pour qu'on l'accompagne dans sa demande de subvention auprès de l'Union européenne, sachant que pour 1 euro que met la ville, il y a 4 euros qui viennent de l'Union européenne. Donc voilà. Alors, ce qui fait que, dans un premier temps, ce n'est pas une subvention en plus, hein, soyons clairs. La subvention qui est prévue dans la délibération qu'on vient de valider avant, c'est-à-dire la subvention ordinaire au club, le club de rugby nous a demandé de spécifier dans cette délibération-là qu'elle était tournée vers cette pratique en direction du rugby adapté. Voilà. L'Europe et le pays nous demandent en plus d'avoir une anticipation d'1 année, c'est-à-dire de nous engager pour l'année 2026. Et donc, on a inscrit 6 000 euros. Bon, vous voyez que si la subvention, très honnêtement, le rugby club du Pays de Morlaix est en croissance quasi exponentielle. Donc, la subvention qu'ils auront l'année prochaine, avec le type de calcul que l'on a, elle va, je pense, dépasser les 4 000 euros sans aucune difficulté. Donc, ça fait qu'on ne sera pas dans un sur-subventionnement, mais simplement dans un accompagnement et que l'on fait figurer dès maintenant dans la délibération pour que l'Union européenne réponde favorablement. Puisque la règle, hein, c'est qu'effectivement, il faut 1 euro d'engagement local pour déclencher 4 euros de l'Union européenne. Vous imaginez bien que l'enjeu, il est important pour le club de rugby. Yvon le précisait, pour l'année 2025, c'est bien la subvention qui est calculée selon les critères de la ville et de la commission. Il n'y a pas de sortie des critères pour le rugby. Et de la même façon, la prévision 2026, elle sera ajustée en fonction des critères de la commission, puisque nous avons un système qui est stable. Mais là, pour le coup, le club de rugby avait besoin d'une délibération spécifique pour pouvoir présenter son dossier leader. Voilà. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, chers collègues, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On ouvre le chapitre de Jérôme Plouzen avec l'avenant avec la Convention sur l'instruction du droit des sols. Tout à fait. Alors, vous vous souvenez certainement qu'en date du 30-06-22, le conseil municipal de Morlaix avait approuvé l'adhésion au service commun d'instruction ADS de Morlaix Communauté. Le financement de cette prestation est assuré en partie par une facturation à l'acte sur la base d'un tarif forfaitaire fixe de 167 euros. Ce tarif, il est en vigueur depuis 2015, année de création du service. Il s'avère aujourd'hui nécessaire de réévaluer celui-ci afin de contribuer plus justement au financement de la prestation et d'intégrer par ailleurs la mise à disposition des communes des outils logiciels qui leur permettent de gérer les demandes et de répondre à leurs obligations en matière de dématérialisation et d'aide au droit des sols. En date du 3 février 2025, le Conseil de communauté avait délibéré et approuvé une revalorisation de ce tarif pour le porter à 190 euros par équivalent permis de construire. Ce montant entrera en vigueur à partir du 1er juin prochain. Voilà. Merci. Pas de questions sur le sujet. Des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Des rétrocessions d'éclairage public sur la future voirie. Tout à fait. Alors, une rétrocession donc, de la SSCV Morlaix-Sérusier qui a obtenu un permis de construire pour réaliser un ensemble immobilier de 48 logements sur la rue Paul-Sérusier. La société a sollicité la ville pour organiser la rétrocession future de ses voiries internes ainsi que de son éclairage public. Cette voirie à sens unique donc, prendra son départ de la rue de Roscongar au sud et rejoindra la rue Paul-Sérusier au nord. Donc son emprise est déjà délimitée par un géomètre. Elle est d'une surface de 669 mètres carrés. Les conditions envisagées sont une rétrocession à l'euro symbolique avec frais notariés à la charge du cédant, après constatation par les services techniques de la ville de Morlaix de la conformité à l'issue de l'exécution des travaux. Donc le conseil municipal est sollicité sur cette rétrocession qui pourra ensuite faire l'objet d'un classement dans le domaine public de la commune. Merci. Et c'est une opération qui avait été présentée au voisinage, ici même, en mairie. Le permis de construire est affiché rue Paul-Sérusier sur la palissade qui, à l'heure actuelle, ferme la parcelle.
Nous avions vu les voisins, ça s'était très bien passé avec le promoteur, Pierre Val d'ailleurs, et ce seront des appartements locatifs sociaux gérés par Espacil avec des réservataires Action Logement, puisqu'il y a un financement d'Action Logement, ce qui réserve, qui émet une priorité d'accès à ces logements pour des salariés qui financent sur leur salaire ce qu'on appelait le 1% logement, qui n'est plus exactement 1% à l'heure actuelle, qui est un peu moins. Voilà, donc 48 logements rue Paul Sérusier. S'il n'y a pas de questions, pas d'intervention, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Merci. On continue sur une autre rétrocession. Rue de Rocheglase. Voilà, on continue sur les rétrocessions. Donc ici, c'est la société Calilog qui a obtenu un permis de construire pour une construction de 33 logements individuels. La ville de Morlaix a donné son accord de principe à la société par courrier en date du 14 juin 2023 pour la rétrocession future des équipements communs et de la voirie interne, sous réserve de validation évidemment du périmètre du lotissement et des caractéristiques de la voirie et de l'éclairage public. Les emprises correspondantes ont été délimitées par géomètre expert. Les conditions envisagées sont une rétrocession là aussi à l'euro symbolique avec frais notariés à la charge du cédant, après constatation par les services techniques de la ville de la conformité à l'issue de l'exécution des travaux. Là également, le conseil municipal est sollicité sur cette rétrocession qui pourra également faire l'objet d'un classement dans le domaine public communal. Alors cette opération, elle est en cours de réalisation. On avait fait une pause de première pierre avec Finistère Habitat. Elle est extrêmement intéressante, cette opération, puisqu'elle intègre du PSLA. PSLA, c'est un nom barbare, prêt social, location, accession, qui veut simplement dire que ce sont des logements à l'accession à la propriété, réservés aux familles qui ont des revenus rentrant dans les critères du logement social et qui permet d'avoir une phase de loyer qui est capitalisée et qui se transforme en apport pour devenir propriétaire sur ces logements. On peut être content de voir se développer ce type de mesures sur Morlaix dans du pavillon individuel. Alors un certain nombre seront en mitoyenneté, mais là pour le coup, moi je suis assez content que l'on voit cette opération se développer et surtout qu'elle intègre cette capacité de faire de la location accession à la propriété pour des bénéficiaires du logement social. Je dirais que c'est une chouette opération. Je le répète souvent, et notamment en pensant au crédit de la politique de la ville. On a historiquement, depuis l'après-guerre, quelle que soit la sensibilité politique des municipalités, œuvrer à la mixité sociale, à toutes les typologies de logements présents sur le territoire, à vraiment avoir une mixité sociale qui soit revendiquée dans l'urbanisme morlaisien. Eh bien, on a une nouvelle étape là. Alors, il y avait déjà eu une étape il y a longtemps, rue des Abeilles. Il y a pas mal de localités finistériennes qui ont une rue des Abeilles, puisque c'était, ça date déjà, parce que la rue des Abeilles à Morlaix, elle a quelques années, la rue des Abeilles, c'était menée par la ruche finistérienne, l'ancêtre du logis breton, qui a inventé un peu dans le Finistère ces principes de location-accession. C'est un peu devenu désuet. Là, ça revient véritablement sur le marché de l'habitat, comme on peut le dire. C'est une chouette mesure que de voir cela se développer sur Morlaix et d'avoir des appartements en location-accession. Georges ? C'est effectivement une très bonne nouvelle pour la ville de Morlaix, sachant que ce système, effectivement, permet quand même à des habitants de réaliser ce qui est quand même pour beaucoup un rêve, de pouvoir être propriétaire de son logement, surtout qui se révèle très important, surtout quand on arrive à l'âge de la retraite. Et effectivement qu'il n'y a plus de loyer à payer, nonobstant le fait d'avoir des aides, effectivement, dans des logements HLM ou social. Donc effectivement, je crois que c'est effectivement une direction qu'il faut suivre le plus souvent possible. Et puis, ça nous fait aussi un potentiel de logement qui se développe. 48 plus 33, ça nous fait 81 logements. Parce que là, on parle de rétrocession de voirie, mais l'important, c'est les opérations immobilières qu'il y a derrière. 81 logements, appartements, maisons individuelles qui seront rapidement disponibles pour accueillir une population qui augmente sur la ville de Morlaix. On peut s'en féliciter, pourvu que ça dure. Sur cette délibération pour la rétrocession des voiries, pas d'abstention, pas d'opposition.
On continue aussi avec une bonne nouvelle, c'est des installations d'ascenseurs à Port-Sarbaillec. Tout à fait, on en avait déjà parlé lors de conseils précédents. Donc Finistère Habitat poursuit son programme de réhabilitation des résidences Port-Sarbaillec qui a débuté en 2017 et pour ce faire prévoit l'installation de 4 cages d'ascenseurs et d'escaliers, une pour chaque entrée sur leur bâtiment afin de favoriser et d'améliorer l'accès à la résidence. Cette opération s'inscrit dans la politique locale de l'habitat de Morlaix Communauté via le PLUIH. Donc la collectivité, elle, est propriétaire de la parcelle sur laquelle vont être construits donc les cages d'ascenseurs. Et ces cages seront principalement utilisées par les occupants de l'immeuble. Donc Finistère Habitat sollicite la ville de Morlaix pour autoriser la réalisation de ces travaux sur le terrain de cette dernière qui relève du domaine public. Là aussi, il y avait eu un gros effort de réhabilitation quasi complète qu'on avait inauguré, je ne sais plus si c'était en 2016 ou 2017, de l'ensemble du parc, puisque c'est le plus vieux parc morlaisien. Honnêtement, il se tient plutôt bien. L'arrivée des ascenseurs pour améliorer l'accessibilité et le confort des locataires, c'est une bonne nouvelle. Pas d'abstention, pas d'opposition sur le sujet. On continue dans les affaires immobilières avec une ORI. Pardon, oui, une opération de restauration immobilière concernant l'ancien couvent des Ursulines. Comme vous le savez tous, l'ancien couvent des Ursulines de Morlaix est à l'abandon depuis le départ des Sœurs en 2009 et cet ensemble immobilier a été acquis à l'exclusion de la chapelle par un opérateur spécialisé dans la réhabilitation de bâtiments patrimoniaux pour y aménager plus d'une centaine de logements dans le cadre d'une opération de restauration immobilière, une ORI. Ces opérations de restauration consistent en des travaux de remise en état, d'amélioration, de rénovation et de réhabilitation ou de démolition d'un ou des plusieurs immeubles. Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d'utilité publique. Je vous laisse lire les articles qui suivent sur la délibération. Donc, Morlaix Communauté est compétente en matière d'amélioration du parc immobilier. Aussi, il apparaît opportun que la ville de Morlaix, en accord avec la communauté d'agglomération, lui délègue les attributions afférentes à la mise en œuvre de l'opération de restauration immobilière concernant l'ancien couvent des Ursulines. Le projet, au regard de son ampleur, vise à répondre significativement aux besoins du territoire en matière de logement. On en parlait tout de suite, monsieur le maire. Il prévoit aussi la production de plus d'une centaine de logements quand le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat, le PLUIH, prévoit lui la production d'environ 600 logements en 6 ans sur le pôle urbain, notamment en renouvellement urbain. Ce projet s'inscrit également dans la politique communautaire d'amélioration du parc immobilier bâti, mise en œuvre par Morlaix Communauté à travers le projet de territoire 2030, le programme ACV, Action Cœur de Ville, initié depuis 2018, mais également l'élaboration du PSMV, donc le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Enfin, la restauration de cet ensemble immobilier édifié au XVIIe siècle est inscrit au monument historique pour l'essentiel, présente un intérêt patrimonial évident qui dépasse même les limites communales. Le conseil municipal de ce soir est donc sollicité afin de déléguer à Morlaix Communauté les attributions afférentes à la mise en œuvre de l'opération de restauration immobilière relative à l'ancien couvent des Ursulines et notamment celle relative dans ce cadre à l'initiative et à la mise en œuvre d'une déclaration d'utilité publique portant sur cette opération. Oui, il apparaît tout à fait judicieux que les services instructeurs étant communautaires, les opérations afférentes à l'ensemble de cette opération puissent y être menées. Quelques mots sur cette opération, 108 logements. C'est un opérateur privé, il ne m'appartient pas de communiquer en lieu et place de cet investisseur. J'espère qu'il le fera bientôt, puisqu'il aura quand même quelques indications, puisque à chaque vente, puisque l'opérateur revend à des investisseurs chaque logement, à chaque vente, il y a une DIA. Il ne m'appartient pas à donner le nombre de DIA qu'on a déjà vu passer, mais somme toute, je pense que voilà, on aura bientôt une communication de cet investisseur. 33, alors 48 plus 33 plus 108. Derrière ces opérations, il y a un volume de logements à terme remis sur le marché morlaisien, je le répète, qui sont de nature, ces volumes de logements, à véritablement entretenir le regain démographique que nous connaissons depuis quelques années maintenant. Jérôme.
Et il faut souligner aussi, là, l'opération, c'est que non seulement on va permettre la mise en place de nouveaux logements sur le territoire de Morlaix, mais en même temps, on va garder un patrimoine bâti remarquable. Donc je pense qu'il faut vraiment le souligner parce que c'est plutôt que de se voir détruire des biens ou transformer des biens, là, l'objectif, c'est vraiment la restauration et voilà. On garde ce bâtiment. Pour la formation du conseil municipal, on a eu une réunion aussi avec les équipes d'Aiguillon Construction concernant la future réhabilitation d'un autre couvent. Un couvent quelquefois oublié des Morlaisiens eux-mêmes. Le couvent des Calvériennes. Tout le monde ne le connaît pas. À côté de la Venelle du Calvaire, qui après, pour l'histoire, parce que c'est intéressant, hein, pour l'histoire, il est donc abandonné il y a beaucoup plus longtemps par les sœurs du Calvaire. À côté, il y avait une caserne qui a été remplacée par des logements sociaux de Finistère Habitat. Et pendant cette caserne, l'ancien couvent des Calvériennes avait été utilisé par les militaires, avait changé de nom et s'était appelé la Cité d'Aumont. Et la Cité d'Aumont existe toujours et nous avons vu cette semaine les équipes d'Aiguillon Construction pour le choix de l'équipe de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une phase active de réhabilitation de la Cité d'Aumont, anciennement un couvent. Donc voilà une autre bonne nouvelle concernant l'habitat morlaisien. Pour en revenir à la délibération, y a-t-il des interventions, Georges ? On est en marge de la libération en elle-même. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de logements qui vont se créer ou de bâtiments qui vont être rénovés afin d'offrir des logements. Est-ce qu'on a idée du profil probablement des néo-morlaisiens? Est-ce que ce sera plutôt des retraités, des retraités, des jeunes couples avec enfants tout ça, effectivement, pour savoir si effectivement, par rapport aux écoles, par exemple, est-ce que l'école que dans ma jeunesse on appelait l'école du Calvaire, donc on rentre à KR aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'il y aura des regains? Est-ce qu'on a des projections qui peuvent être faites à ce stade? On a déjà un constat de ces dernières années. Dans une démographie scolaire en forte baisse, on a plutôt un maintien de la démographie scolaire. Donc si on avait subi la tendance de la baisse démographique, on aurait eu un certain nombre de fermetures de classes ces dernières années. On est confronté à la première fermeture de classe éventuelle, puisqu'elle n'est pas encore actée, mais elle a été annoncée par la DDEN, ce qui démontre plutôt que, a priori, à l'instar de la tendance de fond finistérienne, on attirait des familles avec enfants. Premier indicateur. On y est extrêmement vigilant, notamment dans la politique d'habitat, pour développer du logement familial qui puisse entretenir une dynamique et une présence d'enfants. Dans les autres dynamiques, on a un revenu moyen qui a augmenté. Ça voudrait dire qu'on a aussi une population qui est venue avec des ressources moyennes plus élevées. Y a-t-il du retraité? Statistiquement, il y a des retraités plus aisés qui sont venus, c'est un constat. Après, on n'a pas encore toutes les tendances de fond démographique, mais globalement, alors on a aussi du logement social, on le revendique, c'est aussi la fonction d'une ville-centre. Je pense qu'on reste sur une mixité de la population à tirer à Morlaix. Alors il y avait deux grandes tendances qu'on avait vues aussi. C'est la tendance au rajeunissement avec la création d'un vrai pôle universitaire maintenant. On a eu sur la ville-centre, on a été un peu dopé sur la tranche 18, 22, 23 ans. Avec, j'allais dire les DUT, mais ça n'existe plus, c'est les BUT. Les BUT, maintenant, les bachelors. On n'a pas de données statistiques fermes, mais grosso modo, en fonction des opérations immobilières qu'on voit, de la dynamique dans les écoles et la dynamique du revenu moyen,
on préserve une vraie attractivité de toutes les populations ayant besoin de se loger. On a un sujet sur la très grande précarité. Elle s'est aggravée en France de manière extrêmement notable. On attend avec impatience de pouvoir déclencher le projet Jarlot 2 pour offrir des solutions à une population précaire dont les volumes sans domicile fixe a très largement augmenté en France et également à Morlaix. C'est attenant, pour ne rien vous cacher, aussi à l'adjudication de l'ancienne MFR, qui n'est toujours pas décidée par le juge, mais on essaie d'avoir une gamme d'immobilier qui puisse être véritablement totalement mixte et correspondre à tous les besoins de logement de toutes les populations. Yvon ? Oui, juste un petit mot en complément sur... avec une autre entrée d'analyse du sujet, c'est que la dynamique du logement, en ce moment, elle est quasi à zéro. Il y a 5 ans, quand je participais aux commissions d'attribution de logements, on était à 3 logements par semaine, 4 logements par semaine. Aujourd'hui, quand c'est 1 tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, c'est le maximum. Donc ça veut dire que la dynamique de mouvement dans le logement, elle est un peu dans les chaussettes en ce moment. Et tous ces projets de logement vont contribuer, j'espère, largement à remettre de la dynamique dans le logement, quoi, tout simplement. C'est vrai que on a comme été confronté après le Covid à un basculement du marché et le besoin de logement est d'autant plus criant. Pour nous, il y a un autre élément qui va évoluer, c'est le futur SCOT de pays, puisqu'il intègre les objectifs du ZAN. Il faut se mettre un chiffre en tête. En 1901, grosso modo, nous étions à peu près la même population que maintenant. Nous occupions 10 fois moins d'espace pour nous loger. Les logements étaient plus petits, nous y étions extrêmement nombreux. Le ratio d'occupation d'un logement, à l'heure actuelle, est d'1,6 habitants. Donc il y a vraiment eu un véritable bouleversement de la question de l'habitat. Mais très clairement, les objectifs du SCOT et donc du futur PLUiH vont renforcer les objectifs de redensification des pôles urbains. Pôles urbains, ville moyenne comme la nôtre, bourgs également, puisque la disponibilité du bâti non habité à l'heure actuelle, en début de mandat, était de 26% sur le cœur d'îlot centre-ville. On a un peu baissé avec toutes les actions qu'on y a menées, mais en tout cas, il reste des potentiels de logements à réhabiliter, avec une difficulté, notamment dans les secteurs patrimoniaux comme les nôtres, c'est que les équilibres économiques sont extrêmement compliqués à construire. Et que malheureusement, on a les objectifs, on n'a pas la boîte à outils, et notamment la boîte à outils financière, qui permettent de sortir des équilibres financiers qui soient acceptables. Alors, dans tout ça, dans ce contexte-là, nous en sortons particulièrement bien. Le montant de réhabilitation des Ursulines, c'est plus de 30 millions d'euros. Il n'y a pas beaucoup de villes moyennes qui sortent des opérations de ce niveau-là. Le volume dans les différentes opérations que l'on a à l'heure actuelle entre l'OPA-RU, la concession d'aménagement, les logements dont pour certains on a déjà parlé à l'heure actuelle, c'est plusieurs centaines de projets d'habitat sur la ville de Morlaix. C'est une belle performance dans un contexte compliqué. Alors il y a des opérations qui prennent un peu plus de temps. Le Verger, au bout de Bellevue de la Madeleine, parce que là c'est de la promotion privée en maison individuelle. Le marché est compliqué, on a toujours des contacts. La Cécible, le premier investisseur qui avait déposé le permis d'aménager, qui avait été obtenu, est là en contact avec un investisseur pour reprendre cette opération. Par Camon, on est toujours en contact avec des investisseurs pour avoir un renforcement de l'offre d'habitat, puisqu'on a aussi la chance qu'il nous reste quelques zones du PLUiH urbanisées en priorité. Le 1UA. Donc là, UH, pardon. Donc on a encore quelques potentiels pour nourrir un marché de l'habitat entre la réhabilitation,
OPA et rue, concession d'aménagement, hein, de la reconstruction de la ville sur la ville. Là, on devrait, je l'espère, cette année, pouvoir lancer le complément des logements qui seront livrés sur l'îlot Gambetta avec l'immeuble qui viendra constituer le front de rue de Gambetta. Il nous reste quelques semaines à attendre pour que nous ayons une décision sur l'immeuble de la rue Armand-Rousseau. Hein, la procédure d'expropriation continue à l'heure actuelle. Vous avez noté le rachat de Sophie 20 et la convention opérationnelle avec l'EPF pour la déconstruction de Sophie 20, hein, avec dans le travail qui avait été mené plutôt une opération d'habitat en cet endroit-là. On a un volume d'activité et de réalisation de projets qui augure de conserver une bonne dynamique démographique dans les années qui viennent. Chers collègues, s'il n'y a pas d'autres questions, donc pour... Ah pardon Georges, je n'avais pas vu, excuse-moi. Georges ? Il y avait deux choses concernant cette délibération, là. Donc effectivement, je voulais parler un peu de la démographie, des profils de nouveaux habitants où vous nous avez répondu. Donc effectivement, cette délibération concerne l'ancien couvent des Ursulines, à l'exception de la chapelle. Donc cette chapelle, effectivement, qui devait être, il y a quelques années, le projet était qu'elle soit rétrocédée à la ville pour l'euro symbolique. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça avait été un projet dans le Val d'Azur. Et deuxièmement, je suis alerté, comme certains d'entre vous peut-être, par le fait qu'actuellement, elle serait à nouveau vandalisée, occupée, qu'il y aurait eu à nouveau des vols, comme il y a 2 ou 3 ans. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu des plaintes déposées ou... Nous sommes intervenus, nous avons alerté le prioritaire parce que pour moi, hein, mais je demandais à ce qu'on ait une vérification, la chapelle est vendue. Elle est vendue à l'investisseur. L'investisseur, le groupe François Ier, hein, qui avait acté que la gestion de la chapelle désacralisée serait confiée à une association dont on connaît le président, puisqu'il s'en occupe, on va dire juste son prénom, Samuel, depuis des années, et que j'étais réintervenu sur le fait qu'effectivement il puisse disposer des clés, puisque c'est le deal qui est convenu avec l'investisseur depuis le début. On a été alerté dernièrement sur de nouvelles dégradations. On a recontacté le propriétaire pour la sécurisation des lieux, que la dernière fois qu'on l'avait visité, en plus la chapelle était en bon état. Plutôt relativement bien préservée, mais là, visiblement, il y a eu du vandalisme. On a poussé également pour que donc, le président de l'association, futur gestionnaire normalement, puisse disposer des clés. Vous avez raison de me rappeler, vous avez raison de me le rappeler, parce que je n'ai pas eu de retour. Donc il faut qu'on relance. Il faut qu'on relance. Oui, Georges. Oui, parce que cette chapelle a un intérêt patrimonial évident. Hein, elle fait partie de l'ensemble classé. Et effectivement, ce serait regrettable qu'elle soit vandalisée et que les objets qui y restent soient ou détruits ou volés, sachant qu'il y a quand même 2 ou 3 ans, il y avait 2 tableaux de Bader dans cette chapelle qui ont été volés. Bader qui est quand même un des peintres majeurs de Morlaix. Je me fais une note pour demain pour vérifier que la sécurisation a pu avoir lieu. Rappel. Ah oui. Merci Georges de ce rappel. Y a-t-il d'autres interventions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous, mesdames et messieurs, le 26 juin à 18h30. Je vous remercie de votre participation et vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous tous.